Conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 8h11, dans 3 minutes, j'interviewerai Pierre Bentata. Il publie La malédiction du vainqueur. Pourquoi croyons-nous que l'Occident est décadent? Et il tord le cou aux idées déclinistes, effondristes et catastrophistes. Il y a du travail, mais pour l'heure... Guillaume Tabar et son éditorial. Bonjour Guillaume. Bonjour David. 109 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle, c'est l'annonce faite hier soir sur France 2 par Emmanuel Macron. Pourquoi le chef de l'État a-t-il choisi de faire son retour à la télévision sur ce sujet précisément? D'abord parce que l'enjeu de l'IA est gigantesque et que la somme annoncée est colossale. 109 milliards d'euros, c'est proportionnellement autant que ce que l'Amérique de Trump et d'Elon Musk va y consacrer. Et c'est le plus gros investissement national jamais envisagé dans aucun secteur. Donc en soi, c'est une annonce de niveau présidentiel. Ensuite, parce que ce sommet de 2 jours organisé au Grand Palais, c'est le type même d'événement qu'affectionne Emmanuel Macron et qui lui réussit, il faut le dire aussi, que ce soit Choose France, le grand rendez-vous de l'attractivité, que ce soit un anniversaire comme celui du débarquement, ou encore les Jeux Olympiques, le chef de l'État aime jouer les hôtes du monde, être celui qui accueille à Paris les chefs d'État et tous ceux qui comptent sur la planète. C'est sa manière à lui de valoriser une fierté française, de montrer que Paris et la France peuvent être, pour des circonstances exceptionnelles, au centre du monde, et j'allais dire, et son président avec. Et vous oubliez Notre-Dame dans cette façon de mobiliser. Est-ce aussi une manière pour lui de reprendre de la hauteur après une force d'effacement obligée du fait de la dissolution? Écoutez, oui, à l'évidence, la dissolution et le résultat des législatives qu'elle a provoquées ont humilié Emmanuel Macron et lui ont fait perdre la réalité de la décision politique. Les affaires courantes de la France résultent du dialogue ou du bras de fer entre le Premier ministre et le Parlement. Le chef de l'État n'a plus vraiment son mot à dire, ce qui, pour quelqu'un comme lui, est une forme de souffrance. Alors, faute de peser sur l'action immédiate, il peut se projeter dans le temps long, il peut fixer le cap, comme il l'a dit hier soir sur France 2, et l'intelligence artificielle, c'est le sujet d'avenir par excellence. C'est une révolution économique, bien sûr, mais aussi une révolution civilisationnelle. Pour Emmanuel Macron, espérer un rebond, c'est donc se projeter dans les défis du futur pour s'extraire des grisailles de l'actualité immédiate. Et puis, c'est aussi rendre à la fonction présidentielle sa finalité originelle. Alors, est-ce vraiment par ce sujet qu'il peut renouer un lien qui s'est rompu avec le français? Parce que l'IA, pour l'instant, c'est technique et très peu de Français s'y connaissent. En fait. Voilà, et puis soyons clairs, ce n'est pas un chiffre aussi spectaculaire soit-il, mais malgré tout abstrait, qui va le faire remonter mécaniquement dans les sondages. Mais disons que cette thématique lui permet de renouer avec le macronisme des origines, avec ce volontarisme économique qui avait initialement construit son succès. Et on sait que c'est quand même sur ce terrain qu'il a gardé une part de sa crédibilité. Et puis ce défi de l'intelligence artificielle vient aussi valider à ses yeux son discours constant sur la souveraineté européenne, sur ce qu'il appelle l'autonomie stratégique de l'Europe des 27. C'était le cœur de ces 2 discours de la Sorbonne, en 2017 et en 2024. Et c'est vrai que face à la puissance de feu américaine, la question n'est pas « faut-il investir dans l'IA ?», mais comment ne pas être balayé dans cette compétition mondiale, ce qui appelle, on sans doute, une réponse européenne. Et disons que pour Macron, son statut de doyen des dirigeants de l'Union peut l'aider, lui qui s'est auto-affaibli sur la scène nationale, à retrouver une capacité d'entraînement sur la scène internationale. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et puis en vidéo, évidemment, sur lefigaro.fr chaque jour. Merci Guillaume, à demain. Et maintenant, un essai qui dit exactement le contraire de tout ce que vous entendez à longueur de journée sur l'effondrement, la catastrophe qui vient. Jamais l'Occident ne s'est aussi bien porté, jamais il n'en a autant douté. C'est la thèse de l'auteur de La malédiction du vainqueur qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Pierre Bentata. Bonjour. Vous êtes économiste et enseignant et vous publiez l'ouvrage le plus iconoclaste de ce début d'année 2025, alors que l'Occident voit partout sa suprématie contestée, qu'il est politiquement divisé, qu'il fait moins d'enfants, qu'il n'est plus le centre économique du monde, du moins le croit-il. Vous expliquez dans cet essai que bien au contraire, l'Occident
a triomphé. Alors on va parler de cette thèse dans un instant, mais on a un cas pratique aujourd'hui même et dans les jours qui viennent à Paris. C'est ce sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. À sa façon, il illustre la thèse de votre livre. L'Occident est en pointe sur l'intelligence artificielle et pourtant beaucoup perçoivent cette révolution comme la possibilité du déclin et beaucoup estiment que même en investissant dans l'intelligence artificielle, l'Europe est en déclin et qu'elle rattrapera jamais son retard sur les États-Unis. Donc là, on a un joli cas pratique de volontarisme, de croyance dans l'avenir et en même temps de désespérance. Oui, tout à fait. Et avec deux points qui me paraissent essentiels. D'abord, vous l'avez dit, l'Occident est en avance, et pas uniquement les États-Unis, puisque là, on a la dernière IA de Mistral qui est sortie et qui est excellente, mais personne ne s'est vraiment félicité de ça, à part quelques geeks sur les réseaux sociaux. Et à l'inverse, quand il y a quelques semaines, DeepSeek, l'IA chinoise, qui est moins bien que celle de Mistral, est sortie, là, ça a été une panique totale, alors qu'on aurait dû regarder ça en s'en féliciter, puisque cette IA qui est censurée, elle prouve bien que la seule façon de faire une IA efficace, c'est d'avoir des données occidentales, des données libres. Alors vous êtes économiste, vous avez évidemment étudié le secteur économique de l'intelligence artificielle. Quand vous observez une partie des grands de ce monde se rendre à ce sommet, le sommet politique de l'IA, ce sera demain à Paris, vous avez le sentiment que justement ce monde occidental qui investit dans la technologie, qui regarde vers l'avenir, il est distancé par le reste du monde ou au contraire, va-t-il de l'avant? Eh bien, les deux. Il est en pointe et on a vraiment du mal à imaginer que une IA chinoise ou que des développements technologiques qui viennent en dehors de l'Occident soient capables de réellement les concurrencer. Pour l'instant, c'est plutôt de l'ordre de l'imitation et du rattrapage. Mais on voit bien que la première réaction qu'on a eue, nous, en Europe, ça a été d'abord de réguler. On s'est félicité d'avoir l'IA Act avant d'avoir une IA. Donc c'est tout le paradoxe de l'Occident et principalement de la vieille Europe. On essaye d'avancer et en même temps, on est les premiers à se freiner. Alors, on va parler de l'Occident, c'est le sujet central de votre livre. Commençons par essayer de définir le sujet. L'Occident, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est pas évident à définir l'Occident. Non, c'est pas simple. Et d'ailleurs, tous ceux qui le critiquent décident de placer un voile pudique dessus et de jamais réellement le définir. En étudiant ça, il me semble que l'Occident, c'est avant tout une idée. C'est de faire de l'individu un absolu. Alors évidemment, c'est très vague, mais ça se traduit par des institutions particulières qui font la promotion de la liberté et qu'on peut en fait résumer par un système, la démocratie libérale. Donc je pense que est occidental tout ce qui a une démocratie libérale. Alors, je vous prends au mot. Vous l'écrivez d'ailleurs dans votre livre. Vous dites la démocratie libérale, c'est un régime minoritaire aujourd'hui dans le monde et il y en a de moins en moins. Alors comment expliquer que l'Occident est promis un bel avenir avec une démocratie libérale qui vit sur une peau de chagrin? D'abord parce que c'est pas parce que la démocratie libérale diminue que ça reste pas le meilleur système. Mais surtout parce que si la démocratie libérale recule, elle recule pas du fait des coups de boutoir d'État autoritaire, elle se grignote de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui montre que finalement, les seuls ennemis ou les seuls réels concurrents de la démocratie libérale, c'est nous qui les fabriquons. Vous avez cité tout à l'heure les analystes de l'effondrement de l'Occident. Alors, on les appelle déclinistes, effondristes. Il y en a de gauche, il y en a de droite, il y a des écolos, il y a des souverainistes. Comment expliquez-vous cette propension intellectuelle à utiliser quand même des données économiques, vous les avez, les données économiques aussi, et à faire un diagnostic quasi définitif et aussi alarmiste sur l'effondrement américain par la mortalité, l'effondrement de l'Europe par le fait qu'elle soit distancée par les États-Unis économiquement, il y a quand même des faits objectifs qui montrent que c'est plus que c'était. Comment on peut expliquer ça? D'abord, de façon très cynique, parce que ça fait vendre. Parce que ça marche beaucoup mieux de nous dire que ça va pas bien. Mais aussi parce que ce sont en fait des thèses qui jouent sur des peurs qui sont ancrées et qui vont mettre le point sur des paradoxes, des difficultés qu'on a à résoudre. Et donc on peut avoir un système qui va en même temps très bien, où il y a un malaise dans la société, malaise vis-à-vis de la démocratie, malaise vis-à-vis de l'absence d'un récit collectif qu'on parviendrait à fabriquer tous ensemble et qui nous réunirait. Et c'est là-dessus que jouent ces différents prophètes de l'apocalypse, que ce soit en nous disant c'est la fin du monde, on s'en sortira pas, ou nous sommes rattrapés, ou finalement la dictature c'est mieux que la démocratie libérale. Mais le point commun, c'est que c'est de la pseudo-théorie qui prend effectivement des points qui peuvent être réels et puis qui vont monter en épingle ça en nous disant finalement l'Occident ça marche pas et ça marchera jamais. L'Occident, vous l'avez mis sur le divan, Pierre Bentata, avec ce livre La malédiction du vainqueur. Vous expliquez que
parce que la démocratie libérale a en elle-même presque génétiquement l'idée de progrès, qu'elle a aussi l'idée de la frustration et l'idée de la faim. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter ça? C'est assez intéressant sur l'analyse psychologique des populations occidentales qui estiment que ça va mal alors que le niveau de vie augmente, que la santé augmente, etc., etc. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, c'est un mal ou une pathologie qui se décline aussi bien au niveau de l'individu, sur un plan psychologique, qu'au niveau politique, qu'au niveau du système et donc d'un niveau philosophique. Mais l'idée est toujours la même, c'est que lorsque vous avez le droit de douter et lorsque vous avez le droit d'espérer mieux, plus les choses s'améliorent et moins vous tolérez les défaillances qui restent. Si bien qu'on a du mal à voir le chemin qu'on a parcouru et on se dit toujours que plus les choses avancent, plus en fait elles régressent. L'exemple typique, c'est le cas de l'égalité. On est passionné par l'égalité, principalement dans notre pays. On oublie maintenant que l'égalité homme-femme est quasiment un absolu et on se concentre sur les discriminations contre les homosexuels ou les transsexuels ou les minorités encore plus marginales. Et à chaque fois, on se dit, c'est la preuve qu'on ne parviendra jamais à l'égalité, sans voir que si on détecte ces nouveaux problèmes, c'est parce que justement tout va mieux. Vous estimez donc que plus les droits progressent, plus l'égalité progresse, plus qu'il reste résiduellement d'inégalités et de droits non accordés provoque cette frustration. Oui, on est de moins en moins tolérant à la frustration à mesure qu'on est capable de nous satisfaire. Et ça, évidemment, c'est une très bonne chose à condition de le voir, parce que c'est ça le moteur du progrès. C'est parce qu'on n'est jamais content de la situation qu'on décide d'améliorer les choses et de réfléchir à la façon de les améliorer. Mais si on oublie que c'est ça le moteur du progrès, on a simplement l'impression que les choses vont de plus en plus mal. Alors, vous êtes économiste, je le rappelle, parce qu'à vous lire, on pourrait imaginer un essayiste en sciences politiques. Vous êtes économiste, donc je reviens à la charge. La démographie est en baisse, la démocratie aussi. La dette est énorme, la concurrence technologique chinoise progresse, l'héritage européen des valeurs se fissure, le niveau scolaire baisse. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous avez des données qui vont contrecarrer tous ces éléments du diagnostic de la chute. Oui, sur la démographie, d'abord, le vieillissement, il ne concerne pas que l'Occident. Donc considérer que le vieillissement, c'est un problème occidental, c'est faux. Les Chinois ont tout autant de mal, voire pire, parce qu'en plus, ils imposent des lois familiales qui, en fait, sont catastrophiques. Donc, il y a quelque chose dans le système, dans l'enrichissement, qui fait que la perception de l'enfant change. Mais ça, en soi, ça n'est pas grave si on a ensuite des mécanismes politiques qui viennent pas encore plus créer des difficultés pour avoir des enfants. Mais donc, ça, pour moi, c'est un problème qui est technique. Le rattrapage économique, je le vois pas. Que lorsque vous regardez la Chine, globalement, la richesse par individu, elle est plus faible qu'en Grèce. On a l'impression qu'à chaque fois que la Chine progresse, elle prend du retard. Donc, je vois pas non plus où est le problème. Je parle même pas de la Russie. Et lorsqu'on parle de l'effritement des valeurs, on a quand même dans nos pays des valeurs, même si vous êtes quelqu'un de très religieux, par exemple, et que vous pensez que Dieu s'est éloigné, les visites des églises ou des temples est beaucoup plus importante que dans les régimes qu'on nous dirait alternatifs. Donc, aucun de ces critères ne tient la route. À mon avis, le vrai problème sur lequel on met pas suffisamment le doigt, c'est le chagrin de la classe moyenne, comme l'avait appelé Nicolas Bouzou. Ça, c'est un vrai problème. On a eu du mal à comprendre que le passage de notre économie industrielle à l'économie de la connaissance, ça avait laissé sur le côté cette catégorie, la classe moyenne, qui avait pas besoin de diplôme et qui s'enrichissait très vite dans l'industrie. Et comme on n'a rien fait pour eux et qu'on s'est concentré sur les plus pauvres, on a là une catégorie de population qui est pas bien, qui n'a pas de politique qui l'aide et qui se demande vers quoi se tourner et qui mécaniquement se révolte contre la démocratie libérale. Alors, excusez-moi de reprendre des chiffres, mais si on prend en 1980, l'industrie c'est 20% grosso modo en 1980 de l'économie française. Aujourd'hui c'est 10, voire moins de 10. La classe moyenne, elle a quitté l'industrie et elle s'est reconvertie dans les services. Je reviens à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser l'économie des services. Raison de plus pour la classe moyenne et les légions de travailleurs qui travaillent dans les services pour désespérer. Oui et non. Oui, si on fait rien pour accompagner ce mouvement. Non, si on les accompagne. Vous savez, je travaille beaucoup avec des artisans et avec des petites entreprises dans les services qui ont parfaitement compris que l'IA pouvait leur rapporter énormément, pouvait leur faire économiser beaucoup d'argent et pouvait permettre à un chef d'entreprise d'être en même temps le community manager, l'expert comptable, le stratège de son entreprise. Donc l'IA, c'est là qu'elle va être utile, principalement pour cette catégorie de population. Une des raisons incontestables pour laquelle l'Occident doute, c'est l'écologie. Là encore, c'est
c'est un foyer de désespoir illimité, de promesses de catastrophes à venir. Berceau de la civilisation, l'Europe s'auto-persuade qu'elle est responsable de la mort des animaux, du réchauffement climatique. L'Europe s'auto-flagelle en permanence sur l'écologie, alors qu'elle est responsable de très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Alors très peu et de moins en moins. Les premiers pays qui ont opéré un découplage, c'est-à-dire continuer à avoir de la croissance en baissant leurs émissions de gaz à effet de serre ou d'autres gaz polluants, ce sont les pays occidentaux. Et peu importe ce que vous regardez, que ce soit la reforestation, la biodiversité, la qualité de l'air, la qualité de l'habitat, les classements nous montrent que ce sont toujours les pays occidentaux. Pour une raison qui est simple, c'est que lorsque vous êtes libre de vous plaindre, vous obligez le politique à prendre en considération, à prendre sérieusement ça en compte. Et lorsque vous avez un marché, ce sont les entreprises qui vont innover pour trouver la meilleure façon de concilier des prix faibles, des technologies qui sont non polluantes et satisfaire les consommateurs. Donc il n'y a pas de surprise là-dedans. Pierre Bentata, on va terminer avec des questions un peu plus personnelles. Vous êtes sur une ligne de crête. D'un côté, il y a des économistes libéraux ou classiques qui doivent se dire ce type rêve, tous les chiffres sont là, c'est la dette, c'est l'inflation, etc., etc., l'industrie qui périclite. Et puis de l'autre côté, vous avez des économistes de gauche, qu'on appelle aussi économistes atterrés, qui passent leur temps à victimiser les pauvres, évidemment. Et vous êtes là au milieu, vous avez pris combien de missiles dans la figure depuis que vous avez sorti ce bouquin ? Plein, vous avez raison. Certains me traitent de réac parce que je parle d'Occident, d'autres de naïf, d'autres de paillasson de la globalisation, c'est vrai. Mais bon, je me dis au contraire que j'ai tapé juste si personne n'est d'accord, parce que tant qu'on m'a pas apporté des chiffres, et je vous en donne juste un exemple, tant qu'on m'aura pas montré que l'immigration se fait vers la Russie ou la Chine, je penserai pas que l'Occident est mort. Pierre Bentata, la malédiction du vainqueur. Pourquoi croyons-nous que l'Occident est décadent ? C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Une bonne façon de penser contre le sens du vent. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jour, le philosophe Luc Ferry.